Le prochain intervenant est Michel Guerrassi, qui est économiste italien et qui était sous-secrétaire au ministère du Développement dans le précédent du gouvernement et qui a joué un rôle très important dans le dialogue Est-Ouest avec la Chine, qui remonte depuis des siècles avec l'Italie. Donc Michel Guerrassi, I can hear very well. Thank you very much. Because je vous entends très bien. Merci. very good. Thank you. Thank you very much. Merci Very happy beaucoup. to be here. Je suis très content d'être avec vous. Give a quick thought on J'ai donné deux, trois hot topics idées next 15 minutes sur more or les less. sujets chauds pendant les 10 minutes qui viennent. Like to draw Je voudrais, my experience that you've just mentioned de mon as part of expérience, the Italian cabinet quand j'ai travaillé au cabinet, au ministère italien récemment, my capacity et as one of the aussi dans main mes fonctions, in a way enthusiast about Italy joining l'enthousiasme Belt and quand Road l'Italie a initiative, rejoint l'initiative Une ceinture, une route avec la Chine, spent qui a été un 2 succès des 10 ans pour lesquels je me suis battu justement en Chine. year at the Italian government. Pour ce qui est de mon passage au gouvernement italien, dans le gouvernement italien, on avait une crise très profonde. On avait un gros dilemme de manque de progrès dans notre société. Et le dilemme était entre les compétences et les représentants du cabinet, du ministère. Les suppositions étaient que d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, que les politiciens, qui bien sûr ont le consensus démocratique, et ils prennent les décisions basées sur l'analyse de gens qui travaillent dans les ministères, les directeurs de cabinet et ainsi de suite. Et ce modèle ne nécessite pas de politiciens en tant que tels sur ces sujets-là. Maintenant, dans le passé, on avait plus de stabilité dans le gouvernement et les politiciens continuaient, pouvaient continuer dans les ministères pendant des années et des années sans que rien ne change et développer des expertises dans leur propre domaine. Mais on a eu une crise politique. Mais on l'a vu dans les 5 dernières années que les gouvernements changent tous les ans et demi. Prenez mon exemple, 15 mois dans un gouvernement, après le gouvernement est terminé. Donc c'est pas assez, évidemment, pour nous permettre, nous, de gagner des compétences, développer des qualifications, parce que les changements sont trop réguliers, trop fréquents. Donc tout ça repose finalement sur les agents administratifs, on pourrait dire, donc ce qui est un problème. Parce qu'eux sont là depuis des années, 20 ans, 10 ans. Pas de promotion, pas de bonus, pas voilà, la routine. Ils ne peuvent pas aller trop haut, ils ne peuvent pas redescendre dans leur carrière. Donc eux-mêmes, ils ont très peu d'incitation à être efficaces, finalement. Alors ils travaillent, ils ont travaillé bien dans le passé, hein, mais les changements qui sont survenus depuis nécessitent des changements fondamentaux. Donc tout ça, vous imaginez bien que c'est très compliqué avec ces gouvernements. C'est plus du tout les mêmes choses qu'il y a 20 ans où les politiciens restaient pendant des années, les agents administratifs pareil. Voilà, et des choses allaient bon train, bon an, mal an. Ils avaient le temps d'apprendre et ça marchait de manière plus ou moins cohérente. Maintenant, la vitesse de changement des variables à prendre en compte n'autorise plus à avoir le temps justement de développer des expertises pendant leur mandat. Donc c'est vraiment, ça crée un manque de compétences justement dans l'administration, dans les couches administratives du gouvernement. Les décisions politiques sont donc un peu plus instables, hein. N'ont pas assez d'analyse, n'ont pas assez d'input, si on peut dire. Heu, donc c'est une sorte de hasard dans le processus de décision politique. C'est très important à comprendre. Donc est-ce que les politiciens
Les experts, comment on bouge la ligne finalement entre ceux qui représentent les gens, par les élections, qui sont élus, voilà. Ils ont le vote, donc ils sont élus, ils sont légitimes. Donc comment faire face à ce dilemme en cas de changement fréquent de gouvernement? On a besoin de ces experts et je parle, de manière générale bien sûr, c'est un point, général. Il y a des très bonnes personnes et très qualifiées dans les deux champs d'application, politique et administratif. Mais on n'a pas assez de connaissances, donc on base nos décisions sur des sensations. Ce qu'on nous a dit ici, ce qu'on nous a dit là, mais il y a pas vraiment le temps de penser les choses en profondeur. Et donc vous avez tendance à faire des décisions un petit peu, ou des déclarations disons, un peu déconnectées, avec la réalité. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, du sentiment anti-chinois que nous voyons actuellement, même dans le gouvernement, chinois, dans les, médias occidentaux de manière générale. Je ne vais pas élaborer sur ça, massivement, mais ce que je voulais, amener, votre attention sur ce point, sur la différence entre les connaissances, les informations et le temps qu'on a pour les analyser et avoir un bon jugement. Et ça, c'est un problème fondamental. Et ça, c'est un des buts, finalement. Heu, c'est pourquoi, j'ai poussé fortement et rapidement pour que l'Italie signe un partenariat, d'accord avec l'initiative Une ceinture, une route pour participer à ces grands projets d'infrastructure à l'échelle internationale et nous avons réussi à recruter quelque part, à comprendre finalement la position de la Chine comme jamais ça n'avait été le cas auparavant en une douzaine de mois. Parce que les médias, les politiciens, heu, on a remis la Chine justement au centre de leurs discussions, ce qui n'était pas le cas avant et de 90 de, ce que j'entendais sur la Chine était totalement faux. Mais petit à petit, on a réussi, à faire avancer la discussion. On a discuté la politique chinoise, on a discuté la politique de l'initiative des nouvelles routes de la soie, du changement global que cela impliquait avec le développement de nouvelles technologies. Donc, tout ça était un peu discuté au niveau gouvernemental, mais sans compréhension profonde. Donc cette politique anti-chinoise ou ce sentiment anti-chinois qu'on pouvait se voir se répandre, j'étais très inquiet à cause de ça, parce que je connais et je voyais que ça augmentait. Et les gens disaient: «Oui, et lui, il a dit ça et lui d'avant, il a dit ça» et ainsi de suite et ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Et ce que je disais, c'est qu'il fallait être optimiste parce que je connais, j'ai vécu là-bas, j'ai étudié, j'ai donné des cours et donc voilà, j'avais une analyse que j'ai pu petit à petit, avec d'autres, essayer de contrecarrer ces critiques sur la base de faits et de, projets. Et c'est ça qu'on a essayé de faire justement, dans le gouvernement, enfin, de manière générale dans les discussions occidentales, mais en particulier en Italie avec des faits, avec des projets, pas simplement des sentiments ou des a priori ou l'histoire de quelqu'un qui me l'avait raconté. Donc je vais prendre un exemple. On parle de ce virus, on parle de le cygne noir. Donc avec ce virus, donc on a un animal qui est là, mais les gens l'ignorent. Les gens font comme s'il n'est pas là, ils ne voient pas, ils ne font semblant de pas le voir. C'est ce qui s'est passé en fait avec, la crise pandémique en mi-janvier quand on a vu ce qui se passait, en Chine. On aurait eu le temps de planifier, on aurait eu le temps de réagir, de planifier le confinement, de prendre des mesures économiques préventives, discuter avec l'Union européenne, avec la Banque centrale, avec la Commission européenne. On Là, on est fin avril, 3 mois plus tard, on est encore en train de discuter, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles mesures doit-on prendre? Est-ce que oui ou non? Est-ce qu'on doit faire le tracing, le traçage des individus malades? Et
Donc, eux, ils le savaient déjà, bah, évidemment, en fin décembre, mais ils ont réagi très vite. Ils se sont mobilisés et ils ont regardé ce que c'est voilà, nous, on avait, cette capacité de voir ce qui allait se passer dans le futur et on a regardé ailleurs. On ne voulait pas voir parce que nos idées, c'est nos idées qui sont vraiment, finalement ancrées. Quand je vois même chez beaucoup de mes collègues, quoi que fasse la Chine, c'est faux. Voilà, donc c'est toujours, pareil. On regarde pas ce qu'ils font, on demande même pas ce qu'ils font, on pose même pas la question et ça, c'est vraiment un problème auquel on fait face aujourd'hui dans notre société ici. Parce que c'est une sorte de problème psychologique, en fait. C'est comme si les problèmes que nous avons dans nos pays, c'est que nos pays, on a fait nos propres erreurs, évidemment. On crée des scénarios toujours extérieurs, on crée des monstres, on dit: «C'est la faute du monstre extérieur». C'est un ennemi extérieur, on va le condamner, on va le critiquer et on va dire: «Nous sommes les héros, c'est pas nous qui avons fait des erreurs». Donc ça, c'est bon, c'est des solutions imaginaires et d'ailleurs, ça n'a pas résolu le problème de la crise ici. C'est une catastrophe, hein. Ça peut avoir parfois même un soutien populaire parce que les gens croient le scénario de l'ennemi extérieur. On dit: «Regardez le monstre, c'est lui qui a détruit ceci, qui a détruit cela». Nos politiciens jouent là-dessus et sur l'incompréhension de la population des enjeux réels. Donc il y a tout ce narratif, comme on dit, qui est créé, malheureusement, qui ne permet pas d'avancer et c'est au cœur du problème politique actuel et c'est une forme ça crée une forme de dissolution politique. C'est ce que nous avons vu dans les mois qui viennent de passer. Et si je compare, les valeurs européennes avec les valeurs chinoises, je pense que c'est très important de faire ça pour, de manière objective, en fait, pour comprendre. Nous vivons dans une société, c'est les rêves individuels, c'est le rêve américain, vous savez, la réussite d'un individu qui voilà. En Chine, c'est un rêve collectif. C'est le rêve d'une société dans son ensemble. Il y a évidemment un rôle qui joue important du rôle de l'individu, mais la tendance globale, c'est le collectif et le rêve en commun. Et en Europe, c'est l'individualisme qui règne. Donc, c'est pas la même culture. Donc, on a du mal à accepter des leçons ou oui, des leçons de ce type de société par rapport à nos axiomes idéologiques. Mais je pense qu'il y a Heu, la Chine a quand même montré, évidemment, qu'elle ne veut pas exporter son modèle politique ou économique en Europe. Faut pas, croire ça non plus. Elle veut collaborer avec nous, mais pas exporter son modèle, politique. Est-ce que le libre-échange marche ou ne marche pas? Est-ce qu'imprimer de l'argent, ça marche ou marche pas? Voilà, toutes ces questions, c'est des questions qu'on se pose dans l'Union européenne et il faut apprendre à régler les problèmes qu'on a créés qui ont été créés à la naissance même de l'Union européenne. On n'est plus capable de faire face à des dangers en commun. Et on le voit aujourd'hui. Même Mario Draghi, pendant la crise de l'eurozone, on l'a vu, et il a peut-être arrêté soi-disant la crise, mais pourquoi la crise est arrivée? On n'a pas agi sur les causes. Donc, soi-disant, de leur point de vue, ils ont réglé la crise. Bon, voyons. Si je peux dire, c'est cette idée philosophique du conflit entre les différents modèles. Oui, est-ce que nous, on est démocratique et pas eux? Nous, on est la liberté individuelle et eux, c'est collectif. Toutes ces questions, aujourd'hui, doivent être posées. Donc il faut réaliser que la et aujourd'hui, le chinois moyen, l'individu moyen n'est pas dans cette inquiétude
des valeurs, occidentales, ils ont des valeurs un peu différentes. Et ça, c'est très important que les gens, c'est un effort personnel que j'ai fait quand j'étais au gouvernement. Maintenant, je suis retourné dans la vie civile, de dire aux gens que tout le monde ne partage pas, les mêmes valeurs. Il y a des valeurs certes universelles mais il faut qu'on voilà, les gens sont dans des environnements culturels différents. Et je conclurai par répéter ce qu'a dit Elga d'ailleurs auparavant. On a besoin d'une renaissance. On a besoin de ce qui s'est passé, justement dans les siècles de la Renaissance. Au moment de la Renaissance qu'on a réémergé, on peut dire. Et je suis très très content d'entendre ça aujourd'hui parce que c'est un défi qui est devant nous et qu'on a eu dans le passé, qu'on doit utiliser comme un levier. Et ça, c'est une réponse potentielle aux défis, à l'intelligence artificielle, heu, des boulots qui vont être remplacés par la technologie. Donc tout ça, tous ces problèmes auxquels on va, pouvoir, par une renaissance, culturelle, développement de la créativité, régler ces problèmes fondamentaux. Donc ça peut aider à, rapprocher les gens ensemble et augmenter la réciprocité dans les échanges et la compréhension des connaissances et des perceptions que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Donc il faut aller, se rapprocher, et d'avoir plus d'échanges et regarder plus des opportunités et pas simplement des choses. Je m'arrête ici et je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends les questions-réponses. Merci beaucoup monsieur Guérassi.